Hello, c'est Alexis Langlois et c'est moi qui ai réalisé le film Les Reines du Drame. Bonjour, moi je suis Louisa Aura et je suis l'actrice qui interprète le rôle de Mimi Madamour. Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Bonjour à vous deux. Merci de nous accorder cette interview pour Les Reines du Drame. Je voulais savoir d'abord un peu votre parcours qui vous a amené jusqu'à ce premier long métrage pour chacun de vous. Et ben moi en gros pendant près de 15 ans, je pense même un peu plus de 15 ans, je faisais des films avec mes copaines, d'abord un peu sans personne, puis après avec des productrices, puis ensuite avec un peu plus d'argent, et voilà. Et puis en fait, à un moment donné, l'idée de Reines du Drame est née après un certain temps, et voilà, après avoir constitué une équipe de personnes proches pendant toutes ces années, je me suis sentie assez forte pour faire un long, et surtout encouragée notamment par la productrice Inès, et voilà. Et en gros, c'est comme ça que le film est né. Et pour toi, Louisa ? Alors moi de base, j'ai jamais cherché à être actrice. J'ai fait des études de cinéma à Paris 8, mais c'était plutôt du cinéma théorique, donc histoire du cinéma, analyse, scénario, etc. Et aussi des études de lettres, parce que moi, du coup, ma vocation, c'est toujours de devenir plutôt scénariste. Parce que j'écris beaucoup et j'écris aussi beaucoup de poésie. Et pour l'acting, c'était un peu par hasard. Je me suis fait repérer par un agent, du coup mon agent, à une avant-première, et c'est lui qui m'a envoyé sur le casting des Reines du Drame. Alexis, tu as écrit le film avec Carlotta Coco et Thomas Colino. Comment est-ce que ça s'est passé, cette collaboration ? Eh ben, ça s'est passé... Carlotta, quand je dis que je fais des films avec des copaines, on se connaît depuis qu'on a 15 ans, donc ça fait un certain temps. Et on a commencé à faire des courts-métrages ensemble, on faisait du théâtre. Et Carlotta, on a coécrit des choses ensemble. Ensuite, elle a joué dans des cours, on a co-réalisé des cours. Enfin voilà, c'est un peu mon alter ego, mon binôme, mon âme sœur. D'ailleurs, le film lui est dédicacé. Et voilà, Carlotta, on a toujours fait des choses ensemble. Et c'est vrai que depuis le dernier court-métrage que j'ai fait qui s'appelle Les Démons de Dorothy, on coécrit vraiment, on signe ensemble les choses, notamment ce film. Et pour ce film-là, comme on n'est pas à proprement parler scénariste, on fait des choses, mais on n'avait pas forcément une formation de scénariste à proprement parler. Là, il était clair que pour travailler la dramaturgie d'un long-métrage, tenir sur 1h30, c'est pas comme un peu plus d'ailleurs, c'est pas tout à fait comme un cours d'une 20aine de minutes, donc on a rencontré Thomas d'une autre manière. On était déjà amis avant de travailler avec lui, et ça nous paraissait la personne idéale pour venir dans la team, pour justement arriver avec à la fois plein de références communes, notamment sur le cinéma queer, etc., mais aussi venir peut-être avec une expertise plus de scénariste à proprement parler, quoi. Est-ce que c'est un film qui a été difficile à faire produire ? Est-ce qu'il a fallu faire des concessions ou pas ? Eh ben oui, effectivement, ça a été très difficile. Déjà, je pense que chaque premier film... particulièrement quand on vient pas d'un milieu de cinéma, puis aussi quand on fait des films queer, c'est jamais facile. Après, faire des concessions, je pense pas. Je pense que là, j'avais la chance d'être entouré des gens qui comprenaient le projet, des gens qui soutenaient le projet. Et donc non, l'idée c'était on va tout faire pour que le film existe comme on a envie qu'il existe. Donc oui, ça a été difficile de le produire justement parce qu'on n'a pas voulu faire trop de concessions. Et puis après, on voulait aussi que ça soit un film romantique. L'idée c'était quand même que les gens soient touchés par l'histoire d'amour. Il n'était pas question de faire un court-métrage d'1h30. Donc c'est-à-dire qu'on s'est plié à l'exercice de faire un récit plus long parce qu'aussi l'histoire le nécessitait. Mais par contre, concession, je crois pas, quoi. Mais par contre, très difficile à faire produire. Le monde français du cinéma, au même titre que le reste du monde d'ailleurs, mais
n'est pas toujours très queer feel, quoi. Et on a entendu des phrases de type on aurait plus cru à l'histoire si c'était une histoire entre un homme et une femme. Qu'est-ce qu'on a entendu? Enfin bon, bref, ça serait très long. Puis d'ailleurs, je l'ai dit dans plein d'interviews. Donc oui, c'est difficile de produire des films comme ça. Louisa, c'est ta première expérience de tournage déjà, je sais pas. Ouais. Je voulais savoir du coup, comment est-ce que ça s'était passé pour toi cette expérience? Je trouve que ça s'est très très bien passé. Enfin, je travaillais avec une équipe qui était incroyable. J'avais plus l'impression de travailler avec une grande famille et des amis, quoi. Donc c'était très agréable. C'était quand même très éprouvant parce que c'était mon premier rôle et comme je disais tout à l'heure, j'avais pas anticipé que ça pouvait être aussi fatigant. Donc je pense que c'était un peu la seule difficulté, quoi. Mais sinon, le tournage en soi était super agréable. Ça s'est très bien passé. Et puis on avait beaucoup travaillé avant, on a fait beaucoup de répétitions, donc on a eu le temps vraiment d'apprendre à se connaître, de construire une relation solide. Et du coup, Gio et moi, on comprenait Alexis vraiment très bien. Elle nous soufflait des petits mots à l'oreille du genre « Vas-y, plus fort, plus de crise d'angoisse ». Du coup, c'était plus facile. C'était bien plus facile comme ça. C'était très bien, ouais. Alexis, par rapport à tes inspirations un peu, est-ce que tu as eu des inspirations autour du cinéma queer? Qu'est-ce que c'est un peu ta vision de ce cinéma? Est-ce que tu as voulu y apporter des nouvelles choses? Je pense que le film, il est pétri de plein de références et je crois que c'est aussi quand je fais des films, je pense vraiment qu'on fait rien sans rien. Enfin, en tout cas, je travaille vraiment à partir d'images ou de souvenirs de films ou de souvenirs de plein de choses. Ça peut être un clip, ça peut être un sentiment, voilà. Et donc c'est vrai que le film est pétri de plein de références, mais elles sont très diverses. Il y a aussi bien du cinéma classique hollywoodien comme Star is Born de Cukor avec Judy Garland qui est très importante pour moi, Brian De Palma par exemple Phantom of the Paradise, enfin les films de Palma en général, mais peut-être celui-ci en particulier. Et aussi évidemment le cinéma queer qui me berce depuis le début de ma vingtaine, donc comme Araki ou comme John Waters, voilà pour ne citer que. Mais donc oui, le film a plein de références. Et après, est-ce que je pense apporter quelque chose de nouveau? Ça, je sais pas, je pose pas les questions dans ce sens-là. Je crois que le film essaye vraiment plutôt de créer une continuité. Il essaie pas de créer un truc. Et moi, c'est plutôt le film célèbre justement toutes les personnes qui ont fait des choses avant, qui nous permettent aujourd'hui à nous d'exister. Donc c'est pas tellement en ces termes-là que j'imagine. C'est plutôt genre de continuer la route que les gens ont commencé à dessiner, quoi. Parmi toutes les références du film, il y a énormément de références à des émissions de télé des années 2000, par exemple. Comment, en fait, le processus de détourner tout ça ou de parodier carrément, c'est rentré dans le film, en fait? En fait, je pense que, je sais pas si c'est littéralement parodié, je dirais, mais en tout cas, c'est le film, il était vraiment pensé dès le début comme un conte. Donc voilà, il y a même le livre qui s'ouvre, le classeur de Mimi, le classeur de Stevie, et c'est comme le livre de Podane, par exemple. Et dans les contes, il y a que des symboles. Chaque chose symbolise, voilà, les entités symbolisent soit le pouvoir, soit, enfin voilà, plein de choses différentes. Et là, l'émission télé, elle permettait de raconter cette histoire, c'est-à-dire que c'est deux personnages qui ne peuvent pas s'aimer parce que le monde leur interdit, et c'est comme les mélodrames classiques, que ce soit dans un film de Sirk ou ensuite plus tard quand Fassbinder réutilise un peu les mêmes motifs pour faire des films. Donc oui, il y avait vraiment cette volonté de faire un conte qui soit universel, et ensuite le décor, là c'était vraiment le fait que ça se passe dans les années 2000. Il y avait à la fois l'idée de convoquer les souvenirs d'enfance et d'adolescence, et aussi peut-être de faire de tout ce matériau que le cinéma n'a pas exploré parce qu'il le trouve pas spécialement intéressant ou laid. C'était aussi de poser un autre regard dessus. Et après, l'aspect parodique, je sais pas, je pense que ce qui est parodique dans le film, c'est même pas vraiment parodique, mais c'est plutôt comment ce système-là, comme tout autre système, crée des normes, et comment la norme va détruire des personnages ou des personnes, quoi. C'est plus ça. Donc c'est plutôt comme des entités. Moi je les vois plutôt les deux, notamment les deux jurés, même si Magali c'est un peu différent, mais plutôt comme des méchants de Disney, quoi. Plus ça que des parodies. C'est genre changer de costume, mais c'est vraiment pour aller vers le conte, quoi.
Et Louisa, est-ce que tu t'es identifiée un peu au personnage de Mimi ? Bah oui, totalement. Bah déjà quand j'étais petite, comme beaucoup de petites filles, j'étais fan de plein de chanteurs et de chanteuses, notamment de Rihanna, Lady Gaga, Mariah Carey, tout ça. Donc c'est un peu ce que Mimi faisait, bah, je le faisais devant mon miroir quand j'avais 7 ans, quoi. Donc déjà de base, il y a cette admiration pour les pop stars. Ensuite, je pense que Mimi, comme moi, on est hyper sensible, donc je me sentais toujours proche des sentiments de Mimi, ce qu'elle vivait, et je pense qu'en fait, je jouais pas vraiment, juste je me mettais tout le temps à sa place, quoi, et du coup, j'arrivais à avoir beaucoup d'empathie, je la jugeais jamais, je me sentais toujours hyper proche d'elle, quoi. Sinon, proche de Mimi... oui, voilà. Après, ce que je trouve aussi intéressant dans le rôle de Mimi, qui est un peu en sous-marin, c'est le fait que ce soit une personne racisée et que oui, il y a tout un sujet sur les cheveux dans le film. Donc au début, elle a cet afro, puis des tresses, et puis dès qu'elle devient une pop star, il faut qu'elle ait les cheveux lisses. On essaie un peu de la blanchiser. Je sais pas si ça se dit, mais il y a un peu ce processus-là, avec aussi la coupe de Rihanna avec la mèche lissée. Et puis le moment où elle pète un câble et qu'elle reprend un peu possession de son corps, c'est le moment où elle se rase les cheveux, quoi. Donc je me sentais hyper... Et puis même pour moi, de me raser les cheveux, c'était quand même un défi. Donc je me suis toujours sentie proche de Mimi quand même. Et juste, je fais une petite parenthèse, mais c'est vrai que c'est vraiment aussi toute cette dimension-là, justement, de la question du fait d'être un personnage racisé, etc. C'est vraiment aussi Louisa, et c'est après les discussions avec Louisa que le personnage s'est presque transformé, et c'est vraiment, voilà, suite aux discussions, c'est-à-dire que c'est vraiment une dimension, je dirais presque entièrement apportée par Louisa. Donc c'est vrai que les personnages existaient, il y avait plein de choses qui étaient... Enfin, 90% du scénario était écrit au moment du choix de Joe et Louisa. Mais c'est vrai qu'après, comme pour une robe sur mesure, il fallait remodeler le rôle pour que ça leur colle complètement. Et donc aussi bien pour Joe ou pour Louisa, les rôles ont quand même pas complètement changé, mais évolué. Et donc ça, je les en remercie beaucoup. Ils ont apporté beaucoup, notamment pour que ce soit des personnages encore plus nuancés et profonds. Et, ouais. Et d'ailleurs, l'idée finale de la coupe finale, même si on fait un petit spoiler, mais donc non, je vais pas dire ce que c'est la coupe finale, mais les cheveux finales de Mimi, c'est vraiment une idée de Louisa, parce qu'au départ, justement, ça devait être plus dans la continuité du film. Bref, je n'en dis pas plus. Allez voir le film. C'est un film du coup qui est centré, où le personnage de Stevie a une importance capitale. Est-ce que c'était important aussi d'avoir un personnage de fan qui était au centre de l'intrigue ? Oui, quand il y a eu... Enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, la première idée, c'était vraiment la dimension du conte. Et donc, qui dit conte dit souvent narrateur. Et là, l'idée, comme le film se passait dans les années 2000, d'ailleurs, c'est drôle, l'idée du narrateur est vraiment venue après avoir vu une vidéo de Bilal il y a 6 ans. Une vidéo où il raconte son coming out qui s'est très mal passé dans un lycée catho. Et je me suis dit, en fait, les youtubeurs sont les conteurs des temps modernes, quoi. Donc l'idée, elle était vraiment que ce soit un youtubeur qui soit le conteur, c'est vraiment venu d'une vidéo de Bilal. Et donc il y avait cette dimension-là, encore une fois, pour épouser le genre du conte. Et aussi, comme c'est que des personnages, chaque personnage aime d'une manière différente, et Bilal, c'est vraiment l'amour presque déconnecté du réel, quoi, l'amour du fan. Donc il fallait que ce soit lui qui raconte l'histoire. Enfin voilà, il est d'abord complètement extérieur à leur histoire, et ensuite c'était important pour la fin de l'histoire que voilà, qu'il se fasse presque un second récit pour que justement ils viennent perturber une dernière fois l'histoire de Mimi et Billy. Donc j'ai l'impression d'avoir fait une digression et de ne pas avoir répondu à la question. C'est très bien. C'est bon, ok. Comment justement vous avez construit les personnages qui s'étalent sur plusieurs années? Comment ça s'est passé, que ce soit dans l'écriture ou dans le jeu, pour étaler toute cette construction de personnages? Ça, le film, il y avait un principe assez simple de la roue de la fortune, ou je savais qu'il y allait avoir, en gros, parce que le film s'étale sur 50 ans, mais il y a surtout 2 époques, 2005 et 2015,
Puis il y a un épilogue et un prologue d'ailleurs. Et l'idée, c'était un peu, pour paraphraser, alors je dis tout le temps Céline Dion, mais visiblement c'est dans la Bible, mais les premiers seront les derniers. Non, il y a vraiment ce truc de la roue de la fortune. Attention, tu penses que tu vas être en haut de l'affiche tout le temps, et puis finalement tu es en bas. Donc il y a aussi le jeu de miroir, etc. Encore une fois, le conte Alice de l'autre côté du miroir. Enfin, il y a vraiment ce jeu de double, et les personnages, justement, ils pensent être quelque chose au début du film. Billy pense être la plus politisée, Mimi pense que justement elle ne va évoluer que dans un milieu privilégié, et puis finalement elles vont se révéler être pas du tout ce qu'elles pensaient être. Et il y a vraiment voilà, le film est construit comme un chapitre 1, vous pensez être quelque chose, chapitre 2, vous allez être complètement différente. Donc il y a les évolutions comme ça des deux personnages, qui est justement presque le contraire de ce qu'elles pensent être. Donc le film était vraiment écrit comme ça. Et ensuite, pour le jeu, justement, ce qui était compliqué, c'est comme Joe et Louisa n'ont pas l'âge des rôles, disons, à la première partie du film, ils ont plus ou moins l'âge de leur rôle, mais 10 ans plus tard, Louisa devait jouer à un âge qu'elle ne connaissait pas. Donc, on a beaucoup regardé des films, et on a beaucoup essayé de... toujours, alors soit d'essayer de comprendre comment d'autres actrices pouvaient jouer, soit toujours de partir d'une émotion, de se dire Mimi en 2005, elle est très solaire, elle a quelque chose de presque une naïveté très généreuse, quoi, et ensuite elle est éteinte dans la seconde partie. Donc on a vraiment travaillé comme ça entre l'ombre, la lumière. Non, je rigole, pardon. Je sais pas si tu veux dire des trucs. Tu commences à dire n'importe quoi, désolé. Oui, c'est vrai. Je pense que ça s'est plus joué sur, comme Alexis l'a dit, sur les émotions. Et je pense que dans la jeunesse et la maturité, c'était des émotions que Gio et moi, enfin comme tout le monde en fait, on a tous plein de facettes de notre personnalité. Et c'était juste faire ressortir plus certaines à certains moments. Donc moi, je pense qu'en moi, je peux avoir cette un peu... entre immenses guillemets, hyperactivité, réactivité, être tout le temps un peu dans tous les sens, comme aussi bien la lassitude, la tristesse, et en fait c'est un peu jouer sur ça, et on sent que le temps passe parce que leurs rêves et leurs peurs se modifient, voilà, je pense que ça s'est plutôt joué sur les émotions et ce qu'elle ressentait, quoi. Ouais, et puis les émotions du coup amènent aussi, comme tu dis, Mimi au début du film elle papillonne, enfin elle a quelque chose de très dans l'énergie, et dans la seconde partie au contraire elle a quelque chose de plus lourd, etc. Ouais. Et puis on va le dire, pour rendre à César ce qui est à César, on a quand même beaucoup regardé Mulholland Drive. Oui. Naomi Watts dans Mulholland Drive a été une des grandes inspi de Mimi, et justement de toute façon il faut toujours s'inspirer des choses qu'on aime, et voilà. Et dans le film, il y a une représentation de plusieurs contre-cultures, la culture club, queer, drag, tout ça. Et on dit parfois que les contre-cultures sont mortes. C'est quoi déjà Qui dit ça? Ça arrive. C'est quoi votre avis déjà dessus et puis aussi, comment est-ce que le film peut s'inscrire dans une certaine contre-culture Déjà, je sais pas si la contre-culture est morte. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tout est, si c'est pas mainstream, tout est un peu contre-culture. J'ai l'impression qu'au contraire, tout est, il y a tellement de choses possibles avec les réseaux, tellement de manières de se retrouver et tout. C'est quand même un peu le truc positif. Rien que le fait d'être queer et d'être lié à des potentiels queer à l'autre bout du monde, etc. C'est quand même, ça crée du lien. Et je suis un peu obsédé par ça, mais justement. Quel est le film? Est-ce que c'est de la contre-culture? Je pense que le film il s'inspire de pas mal de choses qui sont considérées comme de la contre-culture, mais le film dit aussi qu'il n'a pas envie de choisir entre Britney Spears et Courtney Love, entre Diamanda Galas et Priscilla. Je crois que il y a quand même quelque chose de beau. Le beau peut se retrouver n'importe où, et donc oui, il faut pas que la contre-culture elle se fasse écraser par justement quand on essaie de détruire des cultures ou des choses, justement quand la culture mainstream vient un petit peu gommer tout ça. Mais moi j'ai l'impression que tout peut se nourrir de tout, et j'ai pas du tout l'impression que la contre-culture soit morte, mais je sais pas, c'est vraiment aussi un film de communauté. Le film a été fabriqué avec
vraiment une équipe quasiment entièrement queer, moi j'ai l'impression que notre culture est tout à fait vive. Je sais pas. Et pour conclure un peu, est-ce que vous avez des conseils pour des aspirants cinéastes ou artistes plus généralement queer dans leur projet? Tati Alexis, j'ai l'impression d'avoir 90 ans. Et ben, franchement, les conseils, c'est de s'entourer des gens qui vous comprennent vraiment. Donc moi, je pense que politiquement, artistiquement, c'est très très important parce que faire des films, c'est vraiment lutter contre l'adversité tout le temps. Il faut demander, quand on demande de l'argent, les gens vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Le monde va essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Et si vous êtes seul avec des gens, voilà, certaines productrices sont pas forcément toujours des alliés. Et par exemple, avoir une productrice alliée comme moi, par exemple, c'est très important parce qu'on sait qu'on travaille sur le même projet et que c'est ça la vision à défendre, c'est ça le projet du film, etc. Pareil pour les gens qui travaillent avec nous, que ce soit les actrices ou derrière la caméra. Je crois que ça, c'est vraiment la chose, c'est de constituer un peu un groupe comme ça et de pas se laisser, parce qu'il y a toujours en école de cinéma, on les connaît, les gens qui disent ah, on peut pas faire comme ci, on peut pas faire comme ça, et qu'on est découragé, etc. Et ça, vraiment de se laisser... et c'est jamais vrai. Déjà, il n'y a pas une méthode. Et ce qui est beau dans le cinéma, c'est que chaque personne qui fait des films a sa propre vision, même si on s'inspire toujours des autres. Mais en tout cas, quand on entend on peut pas faire comme ça, c'est terrible et il faut pas se laisser happer. Donc c'est pour ça que d'être entouré de personnes avec qui on partage la même envie de cinéma, et je crois que c'est la chose la plus importante. Et la deuxième et la plus bête, mais c'est faire des films coûte que coûte. Enfin, voilà. Même s'il n'y a pas d'argent, même si a priori vous avez l'impression que personne ne s'intéresse à ce que vous faites, c'est faux. Et donc ça, il faut faire des films avec rien et pas arrêter d'en faire. Et pour moi, si je peux donner un conseil, bon, je suis un peu mal placée parce que c'est mon premier rôle, donc j'ai pas vraiment une grande expérience, mais j'avais regardé une interview de Brad Pitt et il disait, donc le journaliste posait cette question, quels sont vos conseils pour les jeunes actrices, et il disait la confiance en soi. Et moi je me suis dit mais c'est tellement niais et gnangnan, enfin c'est hyper général, ça veut rien dire quoi. Et au final, j'ai compris qu'en vrai, c'est un peu le truc le plus important. Et si c'est pas non, mais j'allais envie de dire. Et si c'est pas la confiance en soi, c'est la confiance en son équipe. Et moi, les moments où j'étais en totale angoisse, et vraiment quand Alexis m'a dit que j'avais le rôle, j'ai hurlé de joie. Et le moment juste après, je me suis dit mais pourquoi, quelle connerie, putain, mais je vais niquer son film et tout. C'est vraiment une idée absurde. Mais en fait, si j'avais pas confiance en moi, je me suis dit que elle avait confiance en moi et que du coup, je pouvais pas la décevoir, quoi. Donc c'est surtout ça, croire en son équipe et se dire que si elle pense qu'on peut le faire, c'est que je peux le faire, quoi. Bah oui, d'ailleurs, ça me fait penser aussi à quelque chose. Là, du coup, je parle de ton point de vue, mais il y a ce que je disais aussi pas mal à Joe et Louisa, et ce qui est, moi, vrai de mon côté avec des gens comme la productrice ou la chef opératrice, etc. Il y avait vraiment le fait de, à un moment, être sur un plateau. C'est même quand on a peur, c'est comme pardon, c'est un peu une métaphore idiote, mais c'est comme quelqu'un qui va se jeter, je sais pas, un funambule où en fait, il faut marcher sur le fil, et en fait, si ça tombe, il y a le filet de sécurité qui va les faire rebondir. Et en fait, moi je disais à Louisa et Joe, en fait, marchez sur le fil et quoi qu'il, je vous rattraperai, etc. Et il faut y aller. Et ça, je pense que avoir une équipe de cinéma où on se sent assez en sécurité pour y aller quoi qu'il, et on sait que même si on tombe, on rebondira sur le filet. Voilà. Pour finir, votre dernier coup de cœur vu au cinéma ou à la maison? Moi, c'est The Substance 3000 fois. J'adore. Allez tous le voir, c'est incroyable. Moi, j'étais chez moi, j'ai vu Basic Instinct pour la première fois. Et franchement, j'étais morte de rire du début à la fin. J'ai plus vu comme une comédie. Moi, j'adore les thrillers, les films d'horreur et tout. Mais j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai envie d'avoir un piquet à glace. Totalement. Merci Alexis Langlois et Louisa Aura. Le film est en salle actuellement. Can she be
late for her cinema show. Cinema show.